Bonjour, le romancier Pascal Jardin est mort, l'auteur du Nain jaune, le dialoguiste de La Veuve Coudert et de beaucoup d'autres films, avait 46 ans. Nous avons appris la mort de Pascal Jardin en fin de matinée et c'est bien sûr l'un des principaux titres de l'actualité ce matin que nous développerons dans un instant avec Bruno Mazu. À l'étranger, maintenant Jimmy Carter est au bord du chaos, déjà très impopulaire. Il avoue maintenant avoir communiqué à son frère Billy des notes diplomatiques sur la Libye, une affaire qui remet tout en question 15 jours seulement avant la Convention démocrate de New York. À retenir aussi à l'étranger ce vote du Parlement israélien faisant de Jérusalem la capitale éternelle et réunifiée d'Israël. Même l'Égypte parle aujourd'hui d'un nouveau défi à l'opinion internationale. Le coup de pouce à l'énergie solaire. Dans 10 ans, les énergies nouvelles devraient permettre d'économiser environ 10 millions de tonnes de pétrole. Nous en parlerons tout à l'heure avec le président du commissariat à l'énergie solaire qui est l'invité de ce journal. Enfin, les Jeux de Moscou. Vous avez vu hier ces images étonnantes d'un stade transformé en arène où l'ambiance n'avait plus rien d'olympique. Heureusement, il y avait les athlètes et ce fantastique Kozakiewicz au saut à la perche. Vous entendrez tout à l'heure les réactions des Français terriblement déçus de ne pas avoir obtenu une médaille. Mais sachez tout de suite, à propos de Moscou, que la France aura ce soir sa 10e médaille olympique en épée par équipe. Les escrimeurs français viennent d'éliminer l'URSS, pourtant championne du monde, et les Français rencontreront tout à l'heure, à 18h, heure française, en finale, la Pologne. Autre médaille, celle-là nous ne la manquerons pas non plus, la médaille des embouteillages sur les routes, dès ce soir et surtout demain matin et samedi matin. Il faut éviter de partir pendant ces deux périodes, vendredi matin et samedi matin. La direction des routes prévoit de gros bouchons dès 3 heures la nuit prochaine. Quant à la météo, eh bien, elle est beaucoup moins pessimiste puisque les prévisions nous annoncent un temps chaud et bien ensoleillé à peu près partout, sauf, vous le voyez, près de la Manche, où l'on attend des nuages. Une météo qui vous intéresse pour les vacances et qui intéresse aussi beaucoup et surtout peut-être Éric Tabarly qui est en train de réaliser un fantastique exploit. Tabarly est tout près de battre le record de la traversée de l'Atlantique, un très vieux record. À la barre du Paul Ricard, Tabarly était parti secrètement de New York le 22 juillet. Il va arriver en Grande-Bretagne dans les heures qui viennent. C'est Europe 1 qui nous a annoncé la nouvelle hier soir. Jean-Paul Flory. De New York au Cap Lizard à la pointe ouest de l'Angleterre en 12 jours, 4 heures, 1 minute et 19 secondes. C'est le record de Charlie Barr établi en 1905 sur sa goélette de 56 mètres atlantique. Depuis, personne n'a fait mieux et souvent même les tentatives comme celle de Rigidel, la dernière en date, se sont soldées par des naufrages. Pourtant, ce record, Éric Tabarly est actuellement en train de le battre. Son trimaran se trouve pour l'instant en mer d'Irlande. Il n'est pas localisé avec précision, mais on sait d'ores et déjà que Tabarly et son équipage possèdent une solide avance, plusieurs dizaines d'heures, sur Charlie Barr. Il n'est pas encore possible de déterminer avec certitude son heure d'arrivée, mais le trimaran est attendu sur la ligne du Cap Lizard cette nuit. Si c'est le cas, si Pépé réussit, Pépé, comme les marins surnomment Tabarly, n'aura pas seulement battu le record d'Atlantique, il l'aura pulvérisé. En effet, il lui fallait, pour aller plus vite que Charlie Barr, arriver sur la ligne avant dimanche, 7 heures du matin. Plus de 48 heures d'avance, l'exploit est de taille, surtout lorsqu'on sait que Tabarly n'a aucun goût pour les records et qu'il s'est laissé convaincre par Europe 1 de tenter cette aventure dans l'unique but de tester son trimaran réaménagé. Avec une vitesse moyenne approximative de 12,5 nœuds, soit plus de 22 km/h sur l'ensemble de la traversée, le moins que l'on puisse dire, c'est que le test est réussi. Voilà, il arrivait sans doute demain soir ou samedi matin. Ce n'est pas une surprise, mais la décision du Parlement israélien faisant de Jérusalem la capitale d'Israël provoque beaucoup de réactions dans le monde arabe, y compris en Égypte où la presse parle ce matin d'un nouveau défi à l'opinion internationale. En tout cas, le vote de la Knesset est considéré officiellement au Caire comme étant contraire aux accords de Camp David. Alors, la loi adoptée par le Parlement israélien fait de Jérusalem réunifiée la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Alain Chailloux. Pour Israël, c'est une sorte de fuite en avant. En dépit des mises en garde répétées des Américains et de la condamnation des Nations Unies, la Knesset a donc franchi le pas. Elle l'a fait à une écrasante majorité qui n'a rien de surprenant. À propos de Jérusalem, symbole de la judéité, il y a au Parlement et dans tout le pays un consensus très large. Une décision qui intervient en tout cas en plein ramadan musulman et qui va sans aucun doute attiser la haine des pays islamiques les plus durs et même des autres à l'égard de l'État juif. Une décision qui compromet également gravement les accords de Camp David et hypothèque sérieusement les négociations égypto-israéliennes sur la Cisjordanie et Gaza. Même si, en apprenant la nouvelle, au Caire, où il se trouve après les obsèques du Shah,
Le président Anwar el-Sadat, tout en se déclarant désolé, a visiblement tenu à ne pas trop dramatiser les choses. Bref, une décision qui n'arrange pas les affaires de la paix dans cette région, qui risque d'isoler encore un peu plus Israël, même si, dans la loi, on a pris grand soin de bien préciser que l'accès aux lieux saints serait toujours garanti. Mais pourquoi cette loi? À vrai dire, on comprend mal. Après tout, dans les faits, depuis 67, depuis la guerre des 6 jours et l'annexion de la vieille ville jordanienne par Israël, Jérusalem est déjà réunifiée. Elle a son maire, et puis dès 49, David Ben Gourion l'avait proclamée capitale de l'État. Dès 50, la présidence du Conseil s'y était installée, bientôt suivie de presque tous les ministères. Et en 77, c'était le tour du Parlement. Ce Parlement qui, cette nuit, a voté une loi qui, dans le fond, ne change rien, mais qui, pour les Arabes, apparaît déjà comme une provocation inacceptable. Toujours à l'étranger, à 15 jours de la convention démocrate de New York, Jimmy Carter continue de s'enfoncer dans les sondages, 22% d'opinion favorable seulement. Et cette dégringolade, il n'y a pas d'autre mot, cette dégringolade risque de s'accentuer avec le nouveau rebondissement qui vient d'intervenir dans l'affaire Billy Carter. Le président américain avait d'abord affirmé ne pas être au courant des menus travaux qu'effectuait son frère pour la Libye. Mais aujourd'hui, il avoue lui avoir communiqué des notes diplomatiques officielles, mais Jimmy Carter dit ne plus se souvenir du contenu de ces notes. Bref, les Américains apprécient de moins en moins. Le Parti démocrate ne sait plus très bien où il en est à 15 jours seulement de la Convention de New York. Et puis la commission d'enquête du Sénat, elle, poursuit ses travaux. À Washington, Dominique Bromberger. Mardi, en début de soirée, les sénateurs de la commission chargée de l'enquête parlementaire sur l'affaire Billy Carter tenaient leur première réunion. Celle-ci était essentiellement consacrée aux problèmes d'organisation, mais déjà en faisant savoir que le département d'État, le ministère de la Justice, le FBI, la CIA, le Conseil national de sécurité et la Maison-Blanche dans son ensemble étaient mis à contribution, les sénateurs donnaient une idée de l'ampleur de leur tâche, comme devait le confirmer à TF1 l'un d'entre eux, Robert Dole. C'est déjà évidemment une affaire sérieuse du point de vue de la politique intérieure américaine. Mais cela risque aussi d'avoir des conséquences sur cette politique à tous les niveaux. Cela dit, il m'est difficile de juger à ce point de la gravité de l'impact. Vous avez utilisé le terme Billy Gate vous-même. Bill Gates, vous savez, c'est le terme utilisé à peu près par tout le monde ici. Mais c'est peut-être insuffisant, car nous nous trouvons en face d'une affaire qui n'est sans doute pas limitée à Billy lui-même. Sur le plan politique, précisément, les conséquences de l'affaire ne se sont pas faites attendre. Kennedy pourrait, par exemple, espérer qu'un certain nombre de délégués engagés du côté de Carter lâchent ce dernier au moment de la convention. Et il mène en ce sens des efforts constants. Mais le règlement du Parti démocrate prévoit qu'un délégué élu sur le nom d'un candidat doit voter pour ce candidat à la convention. Faute de quoi, il perd son droit de participer au scrutin. Du coup, une cinquantaine de membres de la Chambre des représentants, 3 sénateurs et 2 gouverneurs démocrates se sont lancés dans une campagne destinée à changer les règles de la Convention et à permettre à chaque délégué de voter selon son choix du moment. Il y a parmi eux des supporters de Kennedy, mais la plupart souhaiteraient une 3e candidature, celle du vice-président Mandel ou du secrétaire d'État Muskie par exemple, car ils jugent que dans l'état actuel des choses, Carter mènerait le parti à la catastrophe. Quant à Billy, il semble décidé à ne rien faire pour aider son frère. Il n'a du reste jamais été très bon dans les sports d'équipe. Le président candidat, Jimmy Carter, n'a sans doute pas encore perdu la nomination de son parti à la Convention démocrate de New York. Il semble bien, à l'heure actuelle du moins, que l'affaire Billy soit intervenue trop tard pour que les efforts en ce sens puissent être couronnés de succès. Mais la Maison-Blanche elle-même sortira en tout cas ébranlée de cet épisode. Pour désamorcer certaines des critiques qui étaient portées contre lui, Jimmy Carter a dû en effet accepter de répondre à toutes les questions qui lui seront posées par la commission d'enquête du Sénat. Quand cela se fera, ce sera le symbole du pouvoir grandissant du Congrès face à la Maison-Blanche et du déclin constant de celle-ci depuis l'affaire du Watergate. Dominique Bromberger, TF1, Washington. Voilà donc pour cette affaire. Tout à l'heure, nous parlerons de l'énergie solaire avec notre invité. À la fin de ce journal, nous parlerons des Jeux Olympiques avec des images, vous le verrez, extraordinaires d'un des phénomènes de l'haltérophilie mondiale, Alexeïev. Mais d'abord, la suite de l'actualité avec Bruno Mazur. L'humanité revient largement sur les déclarations faites hier au journal Le Monde par François Mitterrand en matière de politique étrangère. Selon le quotidien communiste, François Mitterrand se pose en ultra de l'atlantisme.
Ce qu'il reproche à la politique giscardienne, écrit Yves Moreau, ce n'est pas d'être trop atlantiste, mais de ne pas l'être assez. François Mitterrand reprend fidèlement à son compte, toujours selon Yves Moreau, tous les thèmes de Washington. Robert Fabre sera reçu cet après-midi à l'Élysée. Il est probable que le président de la République proposera aux députés de l'Aveyron de succéder à Aimé Paquet au poste de médiateur. Le médiateur, c'est en quelque sorte un intermédiaire institutionnel entre les citoyens et la toute-puissante administration. 4300 réclamations ont été déposées auprès du médiateur l'année dernière. En arrivant cet après-midi à l'Élysée, Robert Fabre repensera peut-être au chemin parcouru depuis 1975, depuis ce premier tête-à-tête entre un président de la Ve République et un leader de l'opposition de gauche. Cette rencontre quasi historique avait projeté sur le devant de la scène politique le pharmacien de Villefranche-de-Rouergue, qui pourtant était depuis 3 ans le leader d'un des 3 partis de l'Union de la gauche, le mouvement des radicaux de gauche, né en 1972 d'une scission du Parti radical, dirigé alors à l'américaine par JJSS. De 1972 à 1978, Robert Fabre mènera un combat sans faille pour l'Union de la gauche, expliquant aux classes moyennes les vertus du programme commun. Mais lors de l'actualisation de ce programme, en septembre 1977, Robert Fabre, excédé par les exigences des communistes, rompt spectaculairement les négociations, ce dont le félicitera personnellement le président Carter. La suite est connue. Après la défaite de 1978, Robert Fabre, qui entend tirer toutes les conséquences de l'attitude du PC, prend ses distances avec la stratégie de l'Union de la gauche et abandonne à Michel Crépeau la présidence de son mouvement. Mais il accepte une mission sur l'emploi que lui a confiée l'Élysée, ce qui lui vaut l'exclusion de son parti. Cependant, Robert Fabre refuse de rejoindre la majorité et vote régulièrement les motions de censure présentées par la gauche. Dans une France toujours coupée en deux, cet adepte de la décrispation, assis entre 2 chaises, a peut-être voulu trouver un fauteuil plus confortable. Le conseil d'administration de Manufrance s'est achevé vers 2 heures du matin cette nuit après plus de 11 heures de délibération. Le conseil a décidé de reporter de 15 jours sa décision sur le sort de la firme. Ce sursis devrait être employé à présenter au pouvoir public un plan de relance, ce qui devait être fait ce matin même, mais aussi à trouver un montage financier et à constituer une nouvelle équipe de direction. Manufrance a connu 7 PDG en 5 ans. Sur place à Saint-Étienne, les 1886 ouvriers de Manufrance continuent d'occuper leur entreprise, et cela dans une atmosphère pour le moment assez détendue. Conférence de presse ce matin à Paris de Jean-Claude Delarue, responsable d'Écologie 81. Malgré la désignation lors de primaires régionales par la plupart des mouvements écologiques français de Brice Lalonde comme candidat des Verts aux prochaines présidentielles, Jean-Claude Delarue a confirmé à François Lanzambert qu'il maintenait sa propre candidature. Je suis le seul candidat écologiste indépendant des partis politiques, à la différence de Brice Lalonde qui, d'une part, il y a quelques mois à peine, a déclaré qu'il voulait constituer une nouvelle gauche à partir des écologistes et qui, par exemple, l'an dernier, refusait de participer aux élections européennes que j'ai animées avec d'autres écologistes. Et il a refusé d'y participer parce qu'il voulait constituer une liste commune des écologistes avec les radicaux de gauche et le PSU. Ça me semble être une raison suffisante pour que l'on permette aux électeurs écologistes français, qui sont de plus en plus nombreux, d'avoir un candidat véritablement indépendant des partis politiques. Que pensez-vous des mesures arrêtées hier en Conseil des ministres, mesures relatives à l'énergie solaire? Je pense qu'un petit effort a été fait, que c'est toujours bon à prendre, si vous voulez, mais que le problème fondamental n'est pas là. Il faut d'une part que la France s'engage dans une véritable politique d'économie d'énergie, et en particulier qu'elle donne la priorité aux moyens de transport qui sont les plus économes en énergie, qu'elle donne la priorité également aux économies d'énergie dans le domaine du chauffage, ainsi que dans le domaine de la production industrielle. Et nous en sommes loin encore à l'heure actuelle. Et d'autre part, il faut également que les pouvoirs publics ouvrent enfin le dossier du nucléaire, tout grand, afin que les Français sachent exactement ce qui les attend. Vous souhaitez également faire campagne contre le bruit? Oui, l'une des raisons essentielles pour lesquelles je présente ma candidature d'écologiste indépendant des partis politiques, c'est pour faire pression sur les pouvoirs publics et sur les maires des différentes villes de France. Et l'un des thèmes principaux qui à l'heure actuelle intéresse les Français, c'est le bruit. Vous savez qu'un Français sur 2 à l'heure actuelle souffre du bruit, qu'1 million de Français habitent le long des autoroutes et des voies rapides, que des millions et de millions de Français exigent d'abord que l'on fasse quelque chose contre le bruit avant de s'occuper d'autres problèmes, par exemple de créer des nouvelles autoroutes qui feront encore plus de bruit dans le centre de communes. Monsieur Durand, vous êtes président du commissariat à l'énergie solaire. Vous avez entendu ce que vient de dire Jean-Claude Delarue sur les économies. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut d'abord insister sur les économies d'énergie. Ah, parfaitement. Je crois que l'énergie solaire est un domaine important, mais qui passe après les économies d'énergie, car il serait absolument inutile d'aller recueillir de manière souvent assez difficile
les dernières gouttes d'énergie que peut nous donner le soleil, tant qu'on n'a pas fait un effort contre le gaspillage. Le gouvernement a donc décidé hier de donner un coup de pouce à l'énergie solaire dont vous vous occupez avec le budget de votre commissariat qui va augmenter de 50%. C'est suffisant? Parce que le solaire, on a l'impression que ça ne démarre pas quand même. On en parle depuis longtemps. Eh bien écoutez, on en parle depuis longtemps, mais je crois que le Conseil des ministres d'hier a eu ce grand avantage de faire un point très détaillé, un bilan de ce qui a été fait depuis que, voici 2 ans, le président de la République a décidé de constituer le commissariat à l'énergie solaire. C'était donc une séance bilan. Nous n'avons rien annoncé de spectaculaire, mais nous avons confirmé que tout ce qui avait été engagé depuis 2 ans, et singulièrement depuis 1 an, portait ses fruits. Je vais vous donner quelques exemples. On a l'impression quand même, Monsieur Durand, pardonnez-moi, qu'on délaisse un petit peu le solaire classique, les panneaux solaires qu'on a présentés très souvent à la télévision, qu'on délaisse un petit peu ce solaire classique pour s'orienter plutôt vers la biomasse, vers l'utilisation des végétaux. Alors, les 2 objectifs prioritaires du gouvernement sont effectivement l'habitat, c'est-à-dire les capteurs solaires dont vous parliez, et la biomasse. Incontestablement, ce sont les domaines qui ont le vent en poupe, ce qui ne veut pas dire pour autant que nous négligions les filières d'avenir. Nous, on a parlé dans le temps des grandes centrales solaires pour fabriquer l'électricité, de la conversion photovoltaïque, tout ça suit son cours, mais aujourd'hui, nous avons 2 politiques très affirmées. L'une qui consiste à développer les applications dans l'habitat, et je vous donnerai un exemple. Au cours de l'année 1980, nous pensons que le parc des chauffe-eau solaires installés en France va tripler, va passer de 20 000 en début d'année à 60 000 en fin d'année. Est-ce que c'est rentable maintenant? Est-ce que les incitations sont assez fortes pour que les gens achètent des chauffe-eau solaires? Est-ce que c'est rentable pour l'utilisateur? Les incitations sont tout de même assez fortes puisque dans tout le cadre du logement social, les acquéreurs de logements peuvent obtenir un prêt à taux extrêmement bas, comme vous savez, un prêt de type HLM, chaque fois qu'ils installent un chauffe-eau solaire. Mais à dire vrai, je ne crois pas que ce soit à coup d'incitation que le marché se développe. Car il se développe spontanément très bien, dans la mesure où aujourd'hui, un chauffe-eau solaire se rembourse en 7 ans dans le midi de la France, en 10-12 ans dans le nord de la France, et surtout depuis que les Français ont pris conscience que s'équiper en solaire était une assurance contre une envolée des prix de l'énergie, et que par conséquent, il était véritablement prudent de penser solaire chaque fois que l'on construit un bâtiment neuf. Le gouvernement d'ailleurs donne l'exemple, et je voudrais citer à titre tout à fait d'exemplarité, le ministère de la Défense a à l'heure actuelle 33 projets solaires de casernement, de salles de sport, de messes, et il faut véritablement rendre hommage à tous les ministères constructeurs qui vont montrer par leur exemple que le solaire existe. Monsieur Durand, on a quand même beaucoup parlé hier de la biomasse, donc de cette utilisation des végétaux pour en faire soit des gaz, soit de l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette biomasse, pratiquement? Eh bien, nous avons un énorme potentiel en France. Nous sommes le premier pays agricole, le premier pays forestier de la communauté. Nos forêts représentent par exemple la moitié des forêts de la communauté. Elle est mal exploitée, et que peut-on faire de tous ces déchets? Eh bien, on peut faire du gaz, comme vous le disiez. Et le gaz peut servir à faire l'électricité si l'on veut, faire marcher des tracteurs. Après tout, les plus âgés d'entre nous connaissent les autobus parisiens marchant au gazogène. Mais nous avons des projets plus ambitieux, de valoriser davantage cette précieuse source d'énergie nationale. Et vous parliez d'alcool. Effectivement, nous avons à l'étude à l'heure actuelle, auprès de 3 industries, l'étude de procédés qui permettront de fabriquer un carburant liquide. C'est l'alcool méthylique, l'alcool à brûler que l'on trouve chez les droguistes, et qui peut se fabriquer à partir du bois. Et on pourra en acheter quand dans des pompes à essence? À alcool? Eh bien, écoutez, nous prévoyons que d'ici 2 ans, les procédés seront techniquement au point. Il appartiendra à ce moment-là au gouvernement de décider s'il en adopte une politique, comme certains pays, tels le Brésil, l'ont fait, d'ajouter progressivement quelques pourcents de cet alcool de bois à l'essence, de manière à pouvoir, au bout de quelques années, avoir des économies d'énergie et des économies de devises substantielles. Monsieur Durand, je vous remercie. Donc rendez-vous dans 2 ans pour voir où nous en sommes. La suite de l'actualité, Bruno Mazur. En Iran, 13 nouvelles exécutions de comploteurs, entre guillemets, à la suite de la tentative de coup d'État. Le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Ghozadeh, dans une interview au Matin de Paris, demande au gouvernement français de rester neutre. Nous pouvons difficilement admettre, dit-il, qu'un pays qui se prétend ami abrite des Iraniens, sous-entendu Chabour Bakhtiar, qui avouent ouvertement un complot militaire ou à la lutte armée chez nous.
Léonid Brejnev a eu hier, depuis la Crimée où il se repose, une conversation téléphonique avec Georges Marchais, qui assiste, vous le savez, aux Jeux Olympiques à Moscou. Et le numéro 1 soviétique a souligné, selon l'Humanité, l'importance de la contribution de l'opinion publique française pour la cause de la défense des Jeux Olympiques 80, dont le succès est évident, dit Léonid Brejnev. Fin de citation. Le Brésil a reconnu officiellement le nouveau gouvernement bolivien, issu, vous le savez, d'un coup d'État le 17 juillet dernier. Après l'Argentine et le Paraguay, le Brésil est donc le 3e pays à reconnaître officiellement le nouveau régime militaire. Un nouveau régime qui connaît cependant de graves difficultés intérieures, comme en témoigne le reportage que nous a fait parvenir notre envoyé spécial en Bolivie, Jacques Grignon du Moulin. Une fois de plus, les minéraux de l'étain résistent aux nouveaux maîtres de la Bolivie. Depuis le coup d'État du 17 juillet, l'armée encercle étroitement tous les grands centres miniers tels Huanuni, où nous avons tout de même pu pénétrer. Réunis en permanence, les minéraux, eux, occupent le terrain et poursuivent encore la grève lancée par leurs syndicats contre le golpe, le coup d'État des chefs militaires qui a empêché Siles Suasso, centriste soutenu par la gauche, vainqueur des dernières élections, d'accéder à la présidence. Isolés, seulement armés de vieux fusils et de bâtons de dynamite, les mineurs subissent sans faiblir les attaques meurtrières des soldats dans leur village. Ici, à Huanuni, il y a eu 9 morts, même les enfants n'ont pas été épargnés. Nous ne céderons pas, répètent encore certains leaders syndicaux de base. Les mineurs ont de gros atouts. Solidaires, ils ont la haute main sur ces mines arrachées dans les années 60 aux grands seigneurs de l'étain. Nationalisées, elles fournissent 80% des exportations boliviennes. Alors, il faudra bien que les militaires, aujourd'hui au pouvoir, comme l'ont fait nombre de leurs prédécesseurs, confirment certains avantages des mineurs et cèdent à certaines de leurs demandes de garantie. Surtout, à un moment où le pays, qui a déjà 3 milliards de dollars de dettes, est au bord de la banqueroute. À 300 km des mines d'Oruro, La Paz semble avoir finalement digéré le golpe, le coup d'État. Le travail a repris dans les usines et on se réapprovisionne en bouteilles à gaz. L'armée contrôle étroitement la ville. Couvre-feu de 9 h du soir à 6 h du matin. Bien entendu, l'université est fermée pour un temps indéterminé. La mainmise des militaires sur les radios est totale. Pour l'instant, seule une chaîne nationale fonctionne. Impossible de préciser le nombre des détenus que l'on a à un moment parqués au stade, mais il serait au moins 2000. Seule une voix, celle de l'archevêque de La Paz, Monseigneur Manrique Hurtado, s'est élevée pour protester publiquement contre la répression et la véritable chasse aux sorcières des militants de gauche qui s'étend sur tout le pays. Les chefs de l'armée, qui s'est emparés du pouvoir en tant qu'institution, sont avant tout des partisans de l'ordre à l'ancienne manière. Le général-président Luis Garcia Mesa préfère manifestement les messages à la nation que les conférences de presse. Son ministre des Affaires étrangères, le général Cerruto Calderón, nous a tout de même reçus pour nous donner la version officielle et les justifications du coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. La situation est arrivée à un tel point que la présidente Geller a été pratiquement dans l'obligation de laisser sa place aux forces armées de la nation. Tous les processus électoraux ont été faussés ces 3 dernières années. Ils ont été pratiquement tous des mascarades. Car chaque parti politique et chaque tendance cherchait des partisans. Mais ils ignoraient l'élite de chaque secteur de la nation, une élite qui aurait pu constituer des courants réellement positifs dans le pays. Nous resterons au pouvoir pendant 20 ans, assurent les militaires de La Paz, qui oublient qu'en ce pays, un coup d'État chasse l'autre tous les 9 mois en moyenne depuis l'indépendance.
La France ne signera pas la résolution finale de la conférence de Copenhague sur les femmes, résolution qui définit les objectifs des politiques à mener concernant le problème des femmes, et cela pour les 5 prochaines années. Cette décision d'abstention de la France a été prise à la suite de l'introduction de plusieurs amendements dans le texte, amendements notamment celui assimilant le sionisme au racisme. Enfin, je vous rappelle la triste information que vous donnez Jean-Pierre Pernaut dans les titres de ce journal, la disparition à l'âge de 46 ans du dialoguiste et romancier Pascal Jardin. Pascal Jardin était l'auteur de dialogues d'une centaine de films comme Le Vieux Fusil ou encore La Veuve Coudert. Pascal Jardin était aussi l'auteur de plusieurs livres dont certains autobiographiques avaient connu un vif succès comme La guerre à 9 ans, et Pascal Jardin venait d'ailleurs de publier La bête à bon Dieu qui clôturait son autobiographie. Pascal Jardin avait reçu en 1978 le Grand Prix de l'Académie française pour Le Nain jaune qui racontait l'histoire de son père. Les Jeux Olympiques maintenant. La France aura ce soir, c'est certain, sa 10e médaille en épée par équipe, une médaille d'or ou une médaille d'argent. Les épéistes se sont en effet qualifiés pour la finale en battant l'URSS, et ce n'est pas un mince exploit. Ce sera la 6e médaille française en escrime, mais cela ne fera pas oublier la déception de nos perchistes, dépassés hier par un athlète polonais extraordinaire, qui a battu le record du monde du saut à la perche, malgré l'ambiance détestable, on peut le dire, qui régnait dans le stade olympique. Marie-Christine Debourse. Jamais en athlétisme on n'avait vu un public aussi odieux. C'est sous les sifflets et les huées que Philippe Ouvion a tenté et raté 5,70 m. Déçu et furieux, il a salué les spectateurs à sa façon, peut-être d'une manière peu élégante, mais combien significative. Si ce chauvinisme imbécile a quelque peu perturbé les Français, il a en revanche donné des ailes au Polonais Kozakiewicz. Ignorant les hostilités, il a franchi toutes les barres au premier essai, et s'est adjugé le titre olympique à l'issue d'un concours de très haut niveau. Il y a ajouté la manière en battant le record du monde d'1 centimètre détenu précédemment par Philippe Ouvion. À 27 ans, Kozakiewicz n'a jamais remporté de victoire dans les grandes manifestations. Il avait raté les Jeux de Montréal, raté 2 fois les championnats d'Europe et s'était attaqué l'an dernier 24 fois au record du monde, mais en vain. Aujourd'hui, il réalise toutes ses ambitions. Les Français ont dû s'incliner face à plus fort qu'eux, mais ils acceptent dignement la défaite. On passe à côté, c'est sûr. Prenez ça avec le sourire. On va pas pleurer quand même, on est là pour faire du sport déjà, pour commencer. Et en plus, c'est l'impondérable de la compétition. Même une déception. Une déception dans la mesure où oui, bien sûr, moi j'étais venu là pour gagner, c'est sûr. Donc je suis déçu de ne pas avoir gagné, je suis encore plus déçu de ne pas avoir de médaille. Bon, maintenant, c'est pas la fin des haricots, on est 3 finalistes olympiques. Que pensez-vous du public? Il y a eu des réactions assez curieuses dans le stade, qui ne vous étaient pas très favorables. Le public est lamentable. Ça a commencé avec le triple saut, où le public huait littéralement les gens qui n'étaient pas soviétiques, les sauteurs non soviétiques. Et le cas actuellement d'ailleurs? Je trouve ça vraiment lamentable parce que ça va complètement à l'encontre de l'éthique sportive. Je crois que les gens qui ont acheté un billet, là, sont pas venus pour huer un gars qui s'est défoncé, il faut bien le dire entre guillemets quand même, qui s'est défoncé pour venir ici, pour arriver ici, à ce niveau, quel que soit le premier ou le dernier, c'est la même chose. Voilà. Et cette fois, c'est un athlète lui-même qui constatait ce qui se passait à Moscou. À propos des Jeux Olympiques, autre déception française, en judo ce matin, l'élimination de Yves Delvin chez les mi-légers. Et puis, vous le savez, on a beaucoup remarqué l'absence des Américains en natation. Alors signalons qu'aux États-Unis, 2 records du monde ont été améliorés par des Américains hier soir. Record du monde en 200 mètres papillon, hommes et femmes. Retour à Moscou avec quelqu'un qu'on attendait beaucoup, le phénomène de l'haltérophilie, le célèbre Alexeïev qui a complètement raté sa rentrée. Regardez ces images commentées par notre athlète à nous, Jean-Claude Audin. Allons, pas de commentaires. Vassili Alexeïev est la diva soviétique. Dans la catégorie super lourd, les plus de 110 kg étant lui-même hyper lourd, il approche les 162 kg, 161 750 exactement. Orgueilleux? Non. Si, cela lui a servi à devenir par 2 fois champion olympique à Munich en 72 et à Montréal en 76. Il semble sûr de lui, serions-nous tentés de dire, mais non, il a l'air tout à fait naturel. Alexeïev effectue ici sa rentrée après 2 années d'absence, puisque blessé en octobre 78 au championnat du monde de Columbus aux États-Unis. Depuis, il avait refusé toutes les compétitions, mais durant ce laps de temps,
Il avait fait des expériences refusant les conseils des entraîneurs en soulevant de grosses pierres détournables. Âgé aujourd'hui de 38 ans, Vassili Alexeïev, que la silhouette, comme vous avez pu le remarquer, ne ressemble en rien à celle de Jean-Pierre Pernaut, se présente en piètre condition. Il a perdu sa vitesse d'exécution et sa technique. Il demandait pour débuter 180 kg à l'arraché. Il échouera 3 fois. Ingénieur des mines, il va reprendre une vie normale, un poids normal, en effectuant un footing quotidien, il l'a promis. Alexeïev rentre donc dans le rang, alors que l'avenir de l'haltérophilie soviétique appartient à Rachmanov, respirant de l'ammoniac. Sultan Rachmanov, plus jeune de 12 ans, plus léger de 17 kg, avait en revanche très bien préparé son affaire. Pour lui, c'est la consécration, avec ses 195 kg réussis à l'arraché, et 245 kilos ici, à l'épaule jetée. Bonjour, monsieur Rachmanov. Adieu, monsieur Alexeïev, et merci pour vos beaux records. Eh bien, à vous, François Donati. Eh bien, aujourd'hui, à la Bourse de Paris, c'est le dollar qui s'arrache, littéralement. C'est le phénomène le plus important du marché, une hausse de plus de 4 centimes, alors que les jours précédents, la hausse était seulement de 2 centimes, pour des raisons que je vous ai déjà énumérées hier. Les valeurs françaises devraient en principe être bien orientées, puisque le taux de l'argent au jour le jour a baissé d'un huitième à 11,75%, et pourtant, elles sont en baisse en moyenne de 0,39% ou 0,40%. Là, mon image est un peu troublée. Je vous signale quand même que la principale baisse est celle de l'Aquitaine. Dès hier, la bourse interprétait de manière défavorable la décision de restructuration qui était prise sur ce groupe. Et aujourd'hui, l'Aquitaine, dès l'ouverture, à 1280 francs, perd 50 francs. Et après l'ouverture, elle baisse jusqu'à 1275 francs, c'est-à-dire une baisse de 55 francs. Les pétrolières, d'ailleurs, dans leur ensemble, sont plutôt défavorisées. Il y a certainement un trouble de l'image, je vous prie de nous en excuser. Il y a tout de même eu quelques hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris. Parmi les hausses, on reconnaît une fois de plus la valeur Perrier, qui est favorisée par la grosse chaleur, et puis des valeurs diverses comme aux alimentaires, par exemple, Le Sieur, dont on attend de bons résultats. Aux valeurs des biens d'investissement, Gemont, qui avait baissé hier, remonte aujourd'hui. Donc des petits mouvements de rectification avec un faible volume qui ne tire pas autrement à conséquence. Parmi les principales raisons de la remontée du dollar, il y a la croyance des opérateurs selon laquelle les autorités monétaires des États-Unis vont cesser de faire baisser les taux d'intérêt. Or, c'est cette baisse des taux d'intérêt qui avait fait baisser le dollar depuis avril dernier. Et par conséquent, le fait qu'il ne baisse plus explique sa remontée. Le dollar aujourd'hui cote donc 4 francs 13 3 quarts, si ma mémoire est exacte, c'est-à-dire 4 centimes et demi de plus qu'hier. Les valeurs américaines profitent également de la hausse, malgré la hausse des taux d'intérêt, parce qu'on estime que la récession américaine va prendre fin dès l'été ou dès l'automne. Les valeurs japonaises sont de nouveau bien orientées. Aux américaines, ITT et Merck continuent de monter. La valeur belge Petrofina, qui avait monté les jours précédents, recule aujourd'hui. Quant aux mines d'or, elles sont en général en recul, parfois assez sensibles, comme Western Dip. Cependant, Western Holdings, lui, continue à faire exception en ne baissant pratiquement pas. Si les mines d'or baissent, c'est parce que le métal lui-même est en recul sur tous les marchés. En effet, à la hausse du dollar correspond assez logiquement la baisse de l'or. Là-bas, à Londres, l'once d'or à 618 $ perd 11 $. À Paris, la barre perd seulement 50 francs, elle est pratiquement inchangée, mais le kilo, tout de même, perd 770 francs. Le Napoléon baisse presque pas, à 740 francs, et il perd seulement 1 franc. Les valeurs indexées sur l'or, en revanche, sont en recul sensible. Le 4,5% de 1973 à 2419 francs perd 21 francs, et le 7% de 1973 à 8455 francs est en recul, lui,
de 75 francs, donc prise de bénéfices très nette sur ces valeurs indexées sur l'or qui avaient été parmi les principales vedettes des semaines et des mois précédents. Ici la bourse, à vous Jean-Pierre Pernaut. Merci François Donati, je vous souhaite de passer un excellent après-midi, de très bonnes vacances si vous partez dès ce soir. Au revoir et à demain. Thank you.